Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite du cours de sclérose en plaques. La fois passée, on avait déjà vu une introduction, la pathogénie et la physiopathologie de la sclérose en plaques. Dans cette partie-là, on va voir la clinique, on va voir le diagnostic, la description clinique, l'imagerie, les bilans et les traitements avec les diagnostics différentiels. Comme d'habitude, les liens sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner, laissez vos commentaires et partagez les vidéos avec vos camarades. Et on commence. Premièrement, comment faire le diagnostic de la sclérose en plaques? C'est la symptomatologie multifocale qui évolue par poussée plus ou moins résolutive et les signes inauguraux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le tiers des cas, le tableau est polysymptomatique. Dès le début, il est marqué par, quand vous voyez des signes moteurs, des signes sensitifs, une névrite optique rétrobulbaire, troubles de l'équilibre et des troubles sphinctériens qu'on va les détailler. Donc, l'atteinte, elle est polysymptomatique qui évolue par des poussées séparées par des rémissions. Donc, les signes moteurs sont évocateurs ou bien inauguraux dans 35 à 40% de cas. Inauguraux veut dire ils vont introduire la maladie ou précèdent la maladie. Une névrite optique rétrobulbaire, ça vous devez faire attention à la névrite optique rétrobulbaire. Elle est inaugurale de la sclérose en plaques. Il ne faut pas banaliser une névrite optique rétrobulbaire comme on va voir dans les diapos suivants. Des signes subjectifs, la diplopie, troubles de la vision, troubles de l'équilibre et des troubles sphinctériens. On va détailler ces signes-là un par l'autre. Commençons par la description clinique. Premièrement, les signes moteurs. Donc, ils sont révélateurs de la maladie dans 40% des cas. Il s'agit d'une monoparésie, une paraparésie et ou plus rarement une hémiparésie, c'est-à-dire un trouble moteur dans l'hémicorps total. Il peut s'agir d'une atteinte sévère sous la forme de paraplégie flasque en rapport avec l'atteinte médulaire de type myélite aiguë transverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois la lésion, elle est monoparésie, c'est un seul territoire moteur ou bien un territoire de motricité qui est touché. Paraparésie, paraparésie veut dire une paralysie partielle. Parfois une hémiparésie, c'est la paralysie d'un hémicorps, ou parfois une atteinte totale, c'est la paraplégie. Les 4 membres sont paralysés. C'est flasque en rapport avec une atteinte médulaire. Et dans ce cas-là, on va voir dans l'examen clinique un signe de Babinski et on va trouver un syndrome pyramidal avec l'abolition des réflexes cutanéo abdominaux et ainsi que le signe de Babinski. Dans le frottement de la plante du pied, on va avoir pas une flexion, mais une extension ou bien un éloignement des orteils qui va indiquer l'atteinte pyramidale qui est étendue dans ce cas-là. Donc, devant des caractères ou bien un terrain favorisé, c'est le terrain de l'adulte jeune entre 20 et 40 ans, avec une prédisposition génétique. Des signes inauguraux qui sont de troubles motrices qui surviennent de façon de poussée séparée par des rémissions. Là, on va évoquer le diagnostic de sclérose en plaques. Donc, les premiers signes révélateurs de la maladie, ce sont les signes moteurs. Le patient va trouver des difficultés à marcher, des difficultés à exécuter ses tasks ou bien son travail quotidien. Le patient va trouver une lourdeur. Tous ces mots-là, vous allez entendre par le patient.
c'est la description du déficit moteur ou bien les signes moteurs qui sont inauguraux ou bien témoigner de la lésion pyramidale, de la lésion motrice et parfois c'est la lésion totale, c'est la paraplégie avec le signe de Babinski. Ça c'est en résumant les signes moteurs qui sont révélatrices de la pathologie. Parfois, c'est la neuropathie optique rétrobulbaire qui est inaugurale. Donc, la neuropathie optique rétrobulbaire révèle la maladie dans tiers des cas. Elle se traduit par une baisse de l'acuité visuelle. Parfois, la symptomatologie ou bien le patient vient en consultation en gênant par une baisse de l'acuité visuelle quelques heures ou bien quelques jours. Et c'est unilatéral. Là, vous devez noter que c'est unilatéral, c'est pas bilatéral. Donc, c'est pas d'origine ophtalmique, c'est d'origine neurologique, c'est l'atteinte du nerf ophtalmique. Et elle peut s'accompagner d'une douleur rétrobulbaire dans 80% des cas, qui est favorisée par la mobilisation des globes oculaires. Parfois, un scotome et une dyschromatopsie, parfois une dyschromatopsie rouge-vert. Donc, le patient va souffrir d'une dyschromatopsie rouge-vert, d'un scotome. Un scotome, c'est des taches noires au niveau du champ visuel. Une dyschromatopsie rouge-vert et le fond d'œil, ça, vous devez noter que devant cette symptomatologie, le fond d'œil est normal. Il n'existe pas de pathologie ophtalmique dans ce cas-là. Donc, le patient va venir avec des complaintes visuelles, avec un fond d'œil normal. Le terrain est favorisé de la sclérose en plaques. Là, on peut aussi favoriser ou bien peut poser le diagnostic de la sclérose en plaques. Dans rare cas, 10% des cas, il y a un œdème papillaire, parfois une décoloration de la papille dans les semaines qui suivent l'épisode aigu. Donc, le deuxième mode révélateur de la sclérose en plaques, c'est les atteintes visuelles, les atteintes du nerf optique. Là, la symptomatologie peut se manifester par, notez bien, c'est la baisse de l'acuité visuelle. Elle est unilatérale, des douleurs favorisées par la mobilisation du globe oculaire, un scotome et une dyschromatopsie rouge-vert avec un fond d'œil qui est totalement normal. Là, on peut évoquer la sclérose en plaques. Maintenant, notez bien que la récupération de la fonction visuelle est complète dans 80% des cas en 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est la rémission. Donc, la sclérose en plaques, c'est une pathologie chronique. Dans la poussée, on va voir les signes ophtalmiques, mais dans la rémission, ça va survenir une récupération complète dans 80% des cas. Maintenant, on va parler du phénomène d'Üfthof, ou bien d'Üthof. Le phénomène d'Üthof, c'est la baisse transitoire en quelques minutes de l'acuité visuelle à cause de la chaleur. Donc, si le patient prend un douche ou bien il est dans un environnement où la température elle est augmentée, ça va favoriser les atteintes ou bien les lésions démyélinisantes et il va avoir une baisse de l'acuité visuelle. Donc, si un patient vient en consultation avec des complaintes de diminution de la vision en prenant un douche ou bien en contact avec de la vapeur, là c'est le phénomène d'Üthof. Là on va évoquer ou bien on va mettre le diagnostic de la sclérose en plaques. Donc, on avait vu deux modes de révélation de la pathologie. Les signes moteurs, parfois total avec un signe de Babinski. Le deuxième mode révélateur, c'est la névrite optique rétrobulbaire. Notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen. Avec une baisse de l'acuité visuelle. Une dyschromatopsie rouge-vert qui est unilatérale avec un fond d'œil normal.
et parfois un phénomène d'UTOF. Maintenant, pour le troisième mode de révélation de la maladie, c'est des troubles sensitifs. Donc, ils peuvent être inauguraux dans 20% des cas. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un picotement, d'un fourmillement, d'une sensation d'hypoesthésie, même anesthésie, parfois des douleurs, des décharges, des sensations d'obstruction en état, de chaud, de froid. Là, la symptomatologie, elle est différente, elle est vaste, mais elle est incluse dans le domaine de troubles sensitifs. Donc, le troisième mode de révélation de la sclérose en plaques, c'est sensoriel ou bien sensitif. Donc, le patient va complaindre de picotement, fourmillement, sensation d'hypoesthésie, anesthésie, douleur. Parfois, le patient vous dit, j'ai la sensation que je marche sur la neige. Là, c'est une hypoesthésie au niveau des plantes des pieds. La localisation, elle est bien systématisée. Donc c'est une atteinte médulaire et on suspecte là une tache ou bien une plaque. Là, on est en train de parler de la sclérose en plaques. Donc, le troisième mode de révélation, c'est les troubles sensitifs, c'est les décharges, c'est les fourmillements, c'est le picotement. Vous allez entendre tous ces complaintes sensitives-là dans votre terrain de stage. Maintenant, à l'examen, les signes sont souvent discrets, à type de troubles sensitifs, sensibilité tactile, parfois c'est la graphisthésie, parfois c'est la palesthésie. La palesthésie, là, veut dire la sensibilité profonde. On va la tester à l'aide d'un diapason. Là, ça nous fait rappel à la sémiologie neurologique de troisième année. Ou bien le sens de position du segment, c'est la propriosensitivité ou bien la sensibilité proprioceptive. La sensibilité thermoalgésique, elle est parfois survenue, mais elle est moins souvent atteinte. Donc, si on résume le troisième mode de révélation qui est sensitif, ce sont des troubles sensitifs parfois tactiles, parfois des gravisthésies, parfois des palesthésies ou bien apalesthésies. Parfois ce sont des picotements, des fourmillements, des douleurs, des décharges, des sensations bizarres de chaud et de froid et ainsi de suite qui témoignent d'une lésion d'un territoire sensitif et ça témoigne d'une démyélinisation qui est systémisée. Gardez bien ce mot en tête, c'est systémisé, c'est pas disséminé. Donc c'est une tâche, c'est une plaque, c'est un territoire qui est lésé, il est systémisé. Là, on fait craindre ou bien on fait évoquer la sclérose en plaques. Ça, c'était le mode sensitif. Maintenant, un autre mode révélateur, c'est l'ataxie à la marche ou bien à la réalisation des gestes. Elle est fréquente et elle est aggravée par la fermeture des yeux. Donc, c'est l'ataxie, c'est le trouble de la marche, c'est les vertiges, c'est la difficulté d'exécuter un mouvement ou bien de garder le balance. Ça, c'est un autre mode révélateur. Et on note dans ce territoire-là le signe de l'ermite. Ça, c'est le signe de l'ermite. Ça veut dire qu'une antéflexion de la tête peut entraîner une décharge dans le rachis, les membres inférieurs ou dans les 4 membres. Ça, c'est le signe de l'ermite. Il est très évocateur, mais il n'est pas spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le signe de l'ermite, il est très évocateur dans la sclérose en plaques. Si elle touche le territoire cordonal postérieur, on est en train de parler de sensibilité profonde. Mais l'existence de signes de l'ermite n'est pas spécifique à la sclérose en plaques. Elle peut être d'autres causes. Donc, ces décharges électriques au niveau du rachis ou bien du membre inférieur témoignent de la lésion du faisceau cordonal postérieur. C'est le syndrome cordonal postérieur. C'est l'atteinte de la proprioception.
ça qui explique les troubles de la marche, bien qui sont aggravés par la fermeture des yeux. Là, c'est le syndrome cordonal postérieur, comme vous avez déjà vu en 3e année. Parfois, il existe une atteinte des nerfs crâniens, c'est plus rare, c'est de 10%. Parfois, c'est le 6e nerf qui est atteint et il va donner une diplopie horizontale ou bien une limitation de l'abduction, mais il reste rare. Donc, le 4e mode de révélation, c'est l'atteinte cordonale postérieure avec un signe de l'hermite. Ce sont des décharges électriques au niveau du rachis et du membre inférieur qui sont provoquées par l'antiflexion de la tête. Donc, si on résume les modes de révélation ou bien la symptomatologie dans la sclérose en plaques, elle est motrice, elle est ophtalmique ou bien visuelle, elle est sensorielle et parfois c'est le syndrome cordonal postérieur. Ce sont les 4 modes les plus fréquents de révélation de la sclérose en plaques. J'espère que ces signes cliniques-là maintenant sont clairs. Ils sont évocatrices de la sclérose en plaques. Maintenant, on va passer à un autre point. Si l'atteinte touche la bandelette longitudinale postérieure, là, on va avoir une ophtalmoplégie internucléaire. Notez ça bien, c'est une question fréquente d'examen parfois. Elle touche la bandelette longitudinale, on va avoir une ophtalmoplégie. C'est la paralysie des muscles oculaires. C'est une ophtalmoplégie internucléaire et se révèle par un conflit visuel qui est la diplopie. Donc, une ophtalmoplégie va donner une diplopie. Qu'est-ce que ça veut dire une diplopie? C'est la vision en double, comme c'est indiqué dans l'image à droite là. Maintenant, à l'examen, il existe une limitation de l'adduction de l'œil. Parfois, il existe un nystagmus de l'œil abducteur avec un respect de la convergence. Parfois, l'atteinte du 7e nerf s'exprime par une paralysie faciale périphérique et plus rarement un syndrome vestibulaire, des troubles sphinctériens ou sexuels, troubles cognitifs qui sont rares, avec la fatigue qui est très fréquente. Donc, si on résume ces points-là, l'atteinte de la bandelette longitudinale va nous donner de l'ophtalmoplégie, c'est la diplopie qui est indiquée là, une limitation de l'adduction de l'œil et parfois un nystagmus. Ça, c'est un nystagmus. Vous voyez dans l'illustration là que dans l'adduction de l'œil, on va avoir des mouvements saccadés de l'œil après l'exécution du mouvement. Ça, on l'appelle un nystagmus. Cette fois-là, il est horizontal. Vous allez voir ces phénomènes-là ou bien cette symptomatologie-là clairement et nette dans votre terrain de stage. Ça qui explique la nécessité à la clinique et l'importance de la pratique au niveau du cycle clinique. Donc, vous devez pratiquer la symptomatologie, vous devez rapprocher à la clinique, à la symptomatologie. Vous ne devez pas avoir peur à examiner le patient et de voir cette symptomatologie-là clairement et nette et en réalité dans votre terrain de stage. Ça, c'était le nystagmus. Là, ce sont les troubles sphinctériens. Ils sont révélateurs aussi. Surtout chez la femme. Ils sont révélateurs d'une atteinte ou bien d'une plaque dans le territoire où elle va se causer des troubles sphinctériens, parfois des troubles sexuels et plus rarement, on va voir des troubles cognitifs, on va voir troubles de l'humeur, troubles cognitifs, le patient va dégrader de connaissances, des troubles d'humeur,
des troubles de personnalité qui sont moins rares, mais ils sont probables. Donc, il ne faut pas négliger la symptomatologie devant la sclérose en plaques. Donc, vous voyez que la symptomatologie de la sclérose en plaques, elle est très vaste, très variable, très large. Elle touche, pourquoi? Parce que les plaques touchent n'importe quel territoire. La démyélinisation peut toucher n'importe quel territoire, quel que soit moteur, sensoriel, sensitive, urinaire, digestive, sphinctérien et visuel, même la parole. Donc la symptomatologie au niveau de la sclérose en plaques, elle est très variable. Ce qui caractérise ces symptomatologies-là, c'est comme on a dit dans la première partie, c'est la dispersion temporospatiale, le terrain évocateur et la localisation ou bien la systématisation de ces symptômes-là. Ça, ce qui fait l'appel à la sclérose en plaques. C'est la dispersion temporospatiale, gardez ça en tête. C'est la localisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces lésions sont unilatérales, ils sont systématisés plutôt. Et ils sont spécifiques dans le territoire où la démyélinisation, elle est existante. L'exemple, c'est le signe de l'hermite qui témoigne d'une lésion cordonale postérieure. Ça, c'était brièvement la symptomatologie au cours de la sclérose en plaques. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est pas ambigu. Je sais que ces signes sont vastes. Mais c'est par l'observation, par la prudence, par l'intelligence, par la vigilance qu'on peut détecter ces signes-là et poser le diagnostic de la sclérose en plaques. Maintenant, passons à l'imagerie. On a terminé avec la clinique. Maintenant, c'est l'imagerie qui va confirmer notre diagnostic de sclérose en plaques. Et dans ce terrain-là, c'est l'IRM, notez ça bien. C'est l'IRM encéphalique et médulaire. N'oubliez pas le terme médulaire. Les lésions sont aussi médulaires. Ce sont l'examen de choix pour le diagnostic de la sclérose en plaques où les lésions vont apparaître à la forme. Là, vous devez noter, ce sont des questions fréquentes d'examen. Les lésions vont apparaître en hypersignal dans le T1 et le flair. Et ils vont apparaître en hyposignal dans T1. Donc, ils sont visualisés en hypersignal T2 et flair et en hyposignal T1 comme c'est indiqué là dans ces lésions. Donc, vous voyez la dispersion des lésions là où ils sont indiqués. Ça, c'est en T2. Donc, ce sont des hypersignaux au niveau transcérébral et de la substance blanche. Ça, ce sont des lésions évocateurs. Ça, c'est un aspect évocateur de la sclérose en plaques. Maintenant, ces lésions vont apparaître noirâtres ou bien en hyposignal en T1. Donc, notez ça bien que parce que ce sont des questions fréquentes d'examen, les lésions vont apparaître en hyposignal T1, hypersignal T2 et flair. Là, ce sont des autres imageries IRM qui évoquent les lésions. C'est en T1, en milieu c'est en flair. Donc vous voyez, les lésions sont dispersées et disséminées au niveau de la substance blanche. Et là, vous voyez, en rouge, c'est un hypersignal. C'est une blanche, c'est une clarté ou bien une opacité. On dit pas opacité, on dit que ce sont des hypersignals. On est dans l'IRM et en jaune, ce sont des lésions noirâtres. Là, on est en train de parler d'hyposignal. Donc, les lésions vont apparaître en hyposignal T1, hypersignal T2. Mais dans ce cas-là, on voit les deux, l'hyposignal et l'hypersignal. Pourquoi?
Ça, en rouge, ce sont des lésions récentes. Donc, ce qui caractérise la sclérose en plaques, c'est la dispersion temporospatiale. Donc, les lésions qui sont en hypersignal, ils prennent bien le produit de contraste. Ce sont des lésions récentes. Et les lésions qui sont noirâtres ou bien hyposignal, ce sont des lésions anciennes. Donc, devant une IRM là, le diagnostic de sclérose en plaques est directement impliqué. Donc, si on récapitule l'IRM et l'examen de choix dans la sclérose en plaques, les lésions vont apparaître en hyposignal T1, hypersignal T2 avec une dispersion temporale. On va voir des lésions nouvelles, des lésions récentes qui prennent bien le contraste. Ce sont un hypersignal et des lésions qui vont apparaître noirâtres ou bien en hyposignal. Ce sont des lésions anciennes et ça c'est très caractéristique et évoquant de la sclérose en plaques. Là, on voit aussi dans un IRM cérébral, les lésions sont de tailles différentes et localisation différente, c'est entre la poussée et l'autre. Donc vous voyez que les lésions vont changer de taille, changer d'aspect, vont prendre le contraste de façon différente. Ça, c'est la conformation temporo-spatiale ou bien la dispersion temporo-spatiale qu'on avait dit déjà dans la première partie. Ça, ce qui caractérise la sclérose en plaques, ça, c'est la dispersion temporo-spatiale. Là, des autres IRM cérébrales et médulaires. Le premier, vous voyez à gauche, ce sont des lésions au niveau du cerveau. Ce sont des plaques en hypersignal. J'espère que c'est clair maintenant. La notion d'hypersignal et d'hyposignal. Au milieu, on a une plaque au niveau du nerf optique qui est indiquée en flèche rouge. Là, c'est une plaque. Ça, c'est une atteinte du nerf optique. Et à droite, je vous ai dit que les lésions peuvent toucher aussi la moelle. Là, ils sont au niveau de la moelle. On voit des plaques de démyélinisation qui sont en hypersignal au niveau de la moelle. Tout ça sont évocateurs de sclérose en plaques. Là aussi, c'est au niveau de la moelle. On voit bien les plaques de démyélinisation comme indiqué dans les flèches. Là aussi, c'est une démyélinisation dans la moelle. Vous voyez, la lésion là, c'est grave. Donc, la moelle, elle est touchée de façon grave, de façon étendue. Là, des séquelles sont néfastes ou bien vont affecter le patient de façon étendue. Ça, c'était l'imagerie ou bien l'IRM cérébral et médulaire pendant la sclérose en plaques. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer aux autres bilans. Notez bien que dans la sclérose en plaques, le bilan sanguin est normal. Notez ça bien. Il n'existe pas d'anomalie sanguine. Dans la sclérose en plaques, on a l'absence aussi d'un syndrome inflammatoire biologique. Notez cette note-là bien. C'est une question fréquente d'examen. Ça, c'est important pour argumenter des diagnostics différentiels avec de certaines maladies systémiques. Dans la sclérose en plaques, notez ça bien, il n'existe pas d'anomalie biologique. Il n'existe pas d'inflammation. Le bilan sanguin est normal. Ça, au contraire, c'est un critère de certitude ou bien qui va renforcer l'hypothèse de la sclérose en plaques, c'est qu'il n'existe pas un syndrome inflammatoire et le bilan sanguin est normal. Donc la recherche de stigmates d'auto-immunité ne doit pas être systématique en absence d'arguments cliniques et biologiques. Et en dernière ligne, le diagnostic, comme je vous ai dit, il est basé sur la dissémination temporale et spatiale. Temporale, les lésions sont d'âge différentes, comme on avait déjà vu dans les IRM précédentes, et spatiale,
ils sont de dispersion ou bien de localisation différente. C'est au niveau du cerveau, au niveau de la moelle, et on n'oublie pas le nerf optique aussi, qui est un terrain favorisé par la sclérose en plaques. Maintenant, avant de passer au dernier titre qui est le traitement, on va voir les formes cliniques de la sclérose en plaques. On a premièrement la forme rémitante. C'est quoi la forme rémitante? C'est une forme qui est marquée par l'alternance de poussée-rémission. La poussée, c'est où la symptomatologie est présente, et la rémission, c'est où la symptomatologie va diminuer. Donc, c'est la forme rémitante. Elle est marquée par l'alternance entre poussée et rémission, poussée et rémission. Donc, 2 poussées, notez bien que 2 poussées doivent être députées de plus à 30 jours d'intervalle. Donc, si on a des symptomatologies séparées de plus de 30 jours d'intervalle, là, on est en train de parler de la forme rémitante. C'est la forme alternative entre poussée et rémission. Deuxièmement, on a la sclérose en plaques progressive secondaire. Donc, elle est progressive, mais secondairement. L'évolution, là, elle est progressive. Les déficits neurologiques vont être aggravés après une phase de rémission. Là, c'est la forme progressivement, ou bien la phase progressive secondaire. On va noter pas d'amélioration, mais au contraire, on va noter l'aggravation de symptomatologie à chaque rémission. La prochaine poussée va être plus grave que la précédente. La troisième, c'est la sclérose en plaques progressive primaire. Là, l'handicap, elle évolue sans poussée individualisable. Ça, c'est d'emblée. Là, l'handicap directement va évoluer malheureusement. C'est la forme la plus grave. C'est la forme progressive primaire. C'est un handicap évolué sans poussée individualisable. Et en la dernière forme, c'est la sclérose progressive à rechute ou bien rémittante progressive. Là, le malade est progressif dès le début avec des poussées nettes, suivies ou non de récupération avec progression continue entre les poussées. Donc, on a la forme rémittante, la forme progressive secondaire, la forme progressive primaire, qui est un handicap évolue directement sans pousser. Et on a la dernière forme, c'est la forme progressive à rechute ou bien rémittante progressive. Là, on va voir la progression de la maladie avec des poussées nettes. Elles sont non suivies par de récupération. Ça, c'était les formes cliniques ou bien comment la sclérose en plaques peut se manifester. C'est sous ces 4 formes-là. Il existe une 5e forme bénigne, mais elle est très très rare. Elle n'est pas indiquée là. Gardez-vous en tête ces 4 formes-là. C'est la forme rémittante, la forme progressive secondaire, la forme progressive primaire et la forme rémittante progressive. Passons maintenant au diagnostic différentiel. La sclérose en plaques a 4 diagnostics différentiels. Premièrement, les maladies du système, maladies auto-immunes, la maladie de B7, la sarcoïdose et ces maladies du système sont différenciées par l'existence de l'inflammation. Deuxièmement, les atteintes systématisées du système nerveux central d'évolution progressive, telles que là, on est en train de parler de dégénérescence spinocérébelleuse, une sclérose combinée de la moelle épinière. Troisièmement, les atteintes localisées d'évolution rémittante. Ils sont un diagnostic différentiel entre les tumeurs cérébrales, les lymphomes primitifs du système nerveux central et dernièrement, la forme ou bien l'atteinte localisée d'évolution progressive. Là, on est en train de parler de diagnostic différentiel avec la malformation d'Arnold-Chiari, qui est une malformation de la charnière occipitale, cervico-occipitale, les tumeurs cérébrales dans la fosse postérieure et la moelle épinière. Donc, le diagnostic différentiel de la sclérose en plaques, c'est les maladies système, c'est les atteintes focalisées du système nerveux central et ce sont les tumeurs cérébrales.
Dernièrement, on passe au traitement. Le dernier titre là, c'est le traitement de la sclérose en plaques. Il est basé sur trois grands domaines, ou bien trois grands cas. On a le traitement de la poussée, on a deuxièmement le traitement de fond et le traitement symptomatique. Là, on voit les trois axes de traitement. Premièrement, on va traiter la poussée. On va traiter les manifestations cliniques. On va traiter la forme aiguë de la sclérose en plaques. Là, on est en train de parler du traitement de poussée. Deuxièmement, le traitement de fond, c'est entre les poussées, c'est pendant les rémissions. Quel est le but de ce traitement? C'est de augmenter ou bien de rallonger la rémission le plus longtemps possible. Et aussi, on a troisièmement le traitement symptomatique, c'est pour améliorer la qualité de vie du patient. Là, c'est facile. Premièrement, le traitement de poussée, c'est la corticothérapie. Elle a une efficacité qui se manifeste rapidement. Ça, c'est le raccourcissement de la durée de poussée. Donc, l'exemple, c'est la perfusion de méthylprednisone. Prednisolone ou bien le prednisone, c'est la corticothérapie qui va limiter la lésion ou bien va raccourcir la durée de la poussée le maximum possible. Dans la dose optimale, là, c'est 1 gramme par jour pendant 3 à 5 jours. On a parfois dans des formes graves des mégadoses de 2 grammes par jour, parfois jusqu'aux 3 grammes par jour de corticothérapie. Donc, notez-vous en tête que le traitement des poussées, c'est la corticothérapie. Là, le but est de raccourcir la durée de poussée le plus maximum ou bien le plus possible. Ça, c'est là le traitement de la poussée. Deuxièmement, pour le traitement de fond, qui a pour but de réduire la fréquence des poussées et de ralentir la progression de l'handicap. Ça, ce qui est nécessaire. Sans un traitement de fond, l'évolution elle est défavorable de la sclérose en plaques et c'est l'handicap qui va survenir. C'est pour cela qu'on utilise trois types ou bien trois modalités. On a les immunomodulateurs. L'exemple le plus fréquent là, c'est de l'interféron bêta. Ou bien les immunosuppresseurs. Ça, c'est les exemples les plus fréquents, c'est l'endoxane et l'humurel. Ou bien les anticorps monoclonaux. Là, c'est le tisabri. Donc, le traitement de fond, leur but est de réduire la fréquence des poussées, ralentir la progression de l'handicap. C'est la modalité de traitement la plus importante dans le traitement de la sclérose en plaques. Sans un traitement de fond, l'évolution de la sclérose en plaques, elle est défavorable. Donc, les trois modalités, comme on avait vu, le traitement de poussée par la corticothérapie, leur but est de raccourcir la durée de la poussée le plus maximum. Là, on est en train de parler de prednisone ou bien de méthylprednisone à forte dose. Deuxièmement, le traitement de fond, leur but, notez ça bien, ce sont des questions fréquentes d'examen, c'est de réduire la fréquence des poussées et de ralentir la progression de l'handicap. Là, on est en train de parler d'immunomodulateurs, d'immunosuppresseurs, d'anticorps. Et dernièrement, la troisième modalité, c'est le traitement symptomatique. Là, on va lutter contre, premièrement, la spasticité. Là, c'est pour améliorer la qualité de vie de la personne. Deuxièmement, on va lutter contre les tremblements et les mouvements anormaux. On peut utiliser là le clonazepam ou bien le rivotril. Troisièmement, on peut lutter ou bien on peut traiter la douleur de névragie ou bien la névragie du trigimo. On peut utiliser le carbamazépine, le tegretol ou bien le neurontin, le lamotrigine. Tout ça vont lutter contre la douleur neurogène.
On peut lutter aussi contre les troubles vésico-sphinctériens. On peut utiliser l'oxybutine, qui est indiqué s'il y a une existence d'un résidu post-mictionnel supérieur à 100 ml qui est objectivé par l'échographie. Donc, si les troubles sphinctériens sont gênants, on peut utiliser l'oxybutine ou bien l'imipranine pour améliorer la qualité de vie du patient. Et on peut aussi, cinquièmement, lutter contre la fatigue. On peut utiliser aussi l'amantadine. Et en dernier lieu, on n'oublie pas le rôle de la réduction fonctionnelle. Ça, elle n'est pas utilisée non dans la poussée. Elle ne doit pas fatiguer le patient. Donc, la réduction fonctionnelle, elle ne doit pas être utilisée dans la poussée, mais dans la rémission. Et c'est très utile pour le traitement. Elle a pour but, premièrement, de préserver l'indépendance de la marche et les activités quotidiennes le plus longtemps possible. Deuxièmement, prévenir et traiter la spasticité, lutter contre les escarres, les complications du décubitus, le plus ou moins les troubles vésico-sphinctériens. Et troisièmement, c'est l'ergothérapie. L'ergothérapie, c'est une branche ou bien une profession de santé qui s'intéresse à l'évaluation et la réadaptation et au traitement des personnes qui souffrent d'un handicap moteur ou bien sensitif ou psychologique. Donc, vous voyez que la modalité des traitements, elle est variable, elle est vaste. La prise en charge, elle est multidisciplinaire. Afin de limiter les séquelles et réintégrer les personnes touchées ou bien affectées par cette maladie dans l'association et dans la vie quotidienne. Ça, c'était le cours de la sclérose en plaques. C'est une pathologie chronique, malheureusement, qui affecte la population et qui atteint la qualité de vie ou bien le rendement professionnel des personnes. C'est une pathologie chronique qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire et spécialisée. Là, on est à la fin de notre cours aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah. Bon courage.